Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les matins également sur Espace TV en direct. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Notre invité déjà installé dans ce studio, vous le voyez à l'écran, et là tout qui est évidemment le patron de PADES, le président de PADES, désormais donc président du COPED, on va le dire comme ça évidemment, Dr Ousmane Kaba, avec nous dans ce studio, mon cher Tamba Zakari Milimono, il est là. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine. Voilà, allez-y Moussa. En tout blanc et tout ça, docteur, vraiment très heureux de vous avoir. Vous savez, il y a longtemps que vous avez quitté ce studio, depuis qu'on annonçait un tout petit peu dans les rues de Conakry que vous étiez pressenti à gérer la primature. Vous avez disparu de ce studio. Alors, expliquez-nous un peu cette partie de Dr Ousmane Kaba, nouveau patron de la primature, parce que c'était pas que des rumeurs, on voyait... Il va nous aider un petit peu, dans une sorte de... le monsieur qui est dans ce studio, parce que sinon, on va pas te voir à l'écran, en fait, Moussa Moïse, tu vois un peu. Voilà. Monsieur, c'est bien ça. Monsieur, sortez. Voilà, c'est bien. Donc... Allez-y, Moussa. Donc, docteur, expliquez-nous cette partie. Ouais. Nous avions pensé au début que ça ne tenait qu'à des rumeurs. Ouais. Mais après, au regard de la posture que vous aviez à l'époque, de la communication qui s'était créée autour de vous, nous nous sommes dit, attention, il y avait une sorte espèce de campagne. De lui. On dit, mais attention, Dr Ousmane Kaba veut bousculer Dr Kassory Fofana, c'est une guerre de docteurs. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Ouais. Vous adorez le monologue. Le monologue. Ben voilà. Allez-y. En réalité, mais il connaît bien la politique maintenant. En réalité, vous êtes l'économiste. Le problème ne s'était jamais posé. Je n'ai jamais de proposition, je n'ai rien demandé non plus. Ouais. C'est des spéculations comme ça? Non. C'est pas que des spéculations, parce que simplement il y a un sondage par l'association politique, une ONG. Oui, effectivement. Et c'est ce sondage-là qui a révélé les préférences des Guinéens pour Dr Ousmane Kaba. Voilà l'histoire. Donc ce n'est pas moi qui ai demandé et on ne m'a pas offert quoi que ce soit. Oui, mais votre état-major... Parce que simplement j'avais fait une campagne. Vous vous souvenez, ma campagne, c'était sur les infrastructures. Les Guinéens ont choisi un président de la République pour des raisons politiques. Ouais. Après, les gens se sont dit, mais tiens, si on avait quand même Dr Kaba, on aurait de bonnes routes, on aurait l'électricité, des choses comme ça. Donc, quand il y a eu sondage, il est apparu que j'étais la préférence des Guinéens. C'est tout. Et quand c'est comme ça... Non, ce n'était pas tout, parce que votre état-major a continué à communiquer autour de ça, Dr Kaba. Attendez, quand c'est comme ça, vous savez, ça donne toujours lieu à des spéculations. Certaines personnes se sentent menacées, visées, etc., etc. Mais ça, c'est derrière nous. Je n'ai rien demandé. On ne m'a rien offert. La page est tournée. La page est tournée, mais en même temps, vous savez, la perche, selon ce qui m'a été expliqué, on dit que la perche que vous avez attendue à la mouvance présidentielle, c'est que vous avez mené une bonne campagne. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées en Haute-Guinée, vous n'avez pas pu accéder à la ville de Sigiri, si je ne m'abuse. Et malgré tout cela, après... été stoppé par la violence, par l'armée en pleine campagne. On vous a dit, le dernier jour de la campagne. On vous a dit vous n'entrez pas dans la ville et vous n'êtes pas entré. Mais après tout cela, Dr Ousmane Kaba a quand même félicité le président de la République. Voilà la perche que vous avez tendue à la mouvance présidentielle. Oui, mais ça c'était pour d'autres raisons. C'était simplement pour une raison de paix et de stabilité. Parce que rappelez-vous, c'était à un moment où la Guinée rentrait carrément en guerre civile. Et lorsque j'ai analysé toute cette situation, je me suis dit, attends, il faut apaiser ce pays. Et c'est en ce moment que j'ai reconnu la victoire du président de la République. Et d'ailleurs, après ça, le pays s'est calmé. C'est vrai, mais en même temps, monsieur Dr Ousmane, on vous a présenté... Ce n'est pas un blanc-seing. Je comprends bien. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, le président, il a au moins gagné? Ou bien c'est parce qu'il y avait un risque de guerre civile? Non, je pense que personne ne peut gagner ici au premier tour. Par KO, pour être honnête. Ouais. Il aurait pu gagner à un second tour, pas au premier tour. Ouais. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Et j'ai pris position parce que c'était nécessaire en ce moment précis. Alors, mais comme ici, on pense toujours que tout est une question de place. Je le répète, moi je viens à la politique, pas pour être ministre, mais pour être Premier ministre, mais c'est pour diriger le pays. Parce que sinon, ça ne sert à rien. J'ai déjà été ministre, je sais que c'est limité. Votre impact est limité. Vous ne pouvez pas définir les grandes actions de la nation et vous ne pouvez pas les appliquer. Être Premier ministre, être Premier ministre n'est pas quand même n'importe quoi. Vous n'avez pas encore été Premier ministre. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas encore été Premier ministre dans ce pays. Dr Ousmane Kaba, on vous a présenté à l'époque donc où ces informations couraient que vous aviez demandé plus gros.
avoir des alors, ministères. président de la République, alors. Non, c'est ce que je il demande. aurait demandé des ministères costauds, régaliens. Non, il a demandé en fait l'économie. qu'on puisse mettre et le ministère du budget et de l'économie ensemble. 3 ministères Il l'a dit que ici. vous auriez demandé pour accepter d'aller accompagner le président Alpha Condé. Vous savez, ici, plus les mensonges sont gros, plus ils passent et plus ils sont résistants au temps. Oh, docteur. Oui, parce Non, que... Non, attendez. Attendez, vous n'allez pas me faire croire ça quand même, docteur. On ne peut pas demander... Non, attendez. ça ne passe pas. On ne peut pas demander Oui. le ministère des Finances, du Budget et des Mines ensemble. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir pour dire qu'il faut que je fasse partie du gouvernement. On vous offre la position de ministre des Finances. Oui. Non, le gouvernement, le nouveau gouvernement de Kassory, oui. Et Kassory lui-même est venu me voir. J'ai dit, je suis d'accord. Okay. J'ai dit, je souhaite quand même qu'il y ait une hiérarchie entre les finances et le budget. Soit vous mettez ensemble, ou vous mettez quelqu'un qui dépend du ministre des Finances, mais pas 2 personnes antagonistes. J'ai fait ça en 96. Ça fait combien d'années? 20 ans, 25 ans. J'étais le ministre des Finances, Kassory était le ministre du budget. Je sais que ça ne marche pas. Il faut un patron de l'économie. Si je ne suis pas patron de l'économie, ça ne m'intéresserait pas. Mais en réalité, après toutes ces discussions, j'ai donné mon accord. Pourquoi j'ai refusé? Parce qu'ils sont venus me dire, mais pour rentrer dans ce gouvernement, il faut dissoudre le PADES. Encore une fois. Encore une fois dans le RPG. C'est ça la vraie raison. Mais chaque fois, les gens disent non, ils voulaient demander trop de ministères. Tout ça, c'est des mensonges. J'avais accepté. Parce que j'avais eu beaucoup de sollicitations. J'ai dit, bon, quand même, je peux apporter ma contribution. Pourquoi ils voulaient que le PADES disparaisse comme l'autre, le plus, comme le parti plus, qui est devenu parti moins? Ben justement, c'est là que j'ai senti qu'il y a un coup quelque part. Parce qu'en réalité, lorsque le gouvernement a été formé, il y a eu d'autres qui sont venus avec leur parti. Ça veut dire qu'il y avait un agenda caché pour liquider le PADES. Et à juste raison, vous voyez aujourd'hui, le PADES est devenu la grande force alternative. C'est peut-être ça qu'on voulait éviter à l'époque. Bien. Les vérités de Dr Ousmane Kaba ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Tamba. Alors moi, je veux légèrement revenir en arrière sur la décision de participer à ces élections-là. C'était à un moment où on ne s'y attendait pas du tout. Le discours du FNDC auquel vous participiez était assez ferme, assez rigide. C'était un niet absolu à la participation des membres du FNDC à cette élection-là. D'ailleurs, vous en avez été exclu pour avoir décidé d'y aller, même si... tout le monde l'a suivi après. Oui, même si après plusieurs vous ont suivi. Mais en discutant justement de ces propositions qui vous ont été faites, le docteur Ousmane, on a quand même l'impression que vous aviez une propension à vous rapprocher du président de la République, une sorte de tolérance vis-à-vis de cette démarche de 3e mandat et même de la gouvernance d'Alpha Condé. Pour aller aux élections présidentielles, je rappelle simplement qu'un parti est créé pour cela. Chacun oublie l'objectif des partis politiques. En réalité, un parti politique est créé pour participer aux élections, gagner ces élections et diriger un pays. Des élections à tous les coups, des élections, peu importe les conditions d'organisation selon vos propres termes. D'abord, moi, c'est pourquoi que j'ai refusé de partir aux élections législatives, parce que les élections législatives étaient couplées avec le référendum sur le 3e mandat. C'est le 3e mandat qui a fait. N'aurait été ce 3e mandat, je serais allé aux élections législatives. Vous trouviez les conditions. Vous trouviez pour un parti politique qui va à une élection, il se pose quand même la question de la crédibilité du scrutin. La préservation des votes. Est-ce que le système qui était la machine électorale était fiable à votre goût? Écoutez, la machine n'a jamais été fiable. Bien. C'est pas pour autant qu'on renonce à participer au... Même si on sait qu'on va y perdre. Même si on sait que c'est truqué, on a espoir de se battre et d'empêcher la fraude. Docteur Ousmane, voilà, Docteur Ousmane, ce que nous avons appris, et je veux bien vous entendre là-dessus, est-ce que ce n'était pas un pas à prendre en visant bien sûr de pouvoir participer à l'équipe de gouvernance qui allait être mise en place? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'ai jamais rencontré depuis les élections, je n'ai même pas rencontré le président de la République, on n'a même pas parlé. Bien. Donc je ne sais pas pourquoi vous pensez que tous les politiciens sont vendus, tous les politiciens sont à la recherche des places ministérielles. Pas Dr Kaba.
Moi, je cherche la place du président de la République. Il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Vous cherchez la place du président de la République, docteur. Mais vous auriez accepté l'autre ministère. À l'époque, il n'avait pas fini son mandat. D'accord? À la formation du gouvernement où vous deviez être ministre. Lorsque le mandat devrait finir, c'est là qu'on participe à des élections présidentielles pour être président de la République. Voilà, c'est clair. Docteur, toujours là, qu'on perd le temps à ces trucs passés. Il y a l'actualité. Ce que je trouve contradictoire. Il y a des choses plus intéressantes. Non, c'est tout ce qu'on dit dans les grandes gueules intéressantes, docteur. Moi, je trouve quand même contradictoire de ne pas vouloir aller au scrutin, je veux dire, des législatives couplées au référendum, parce que ça créait des conditions pour un troisième mandat et de participer justement à ces élections présidentielles qui conduisait le président Alpha Condé à briguer un troisième mandat. Expliquez-nous, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une contradiction. Non, c'est tout à fait logique. Je vais vous expliquer la logique. La logique, nous nous sommes battus au FNDC, rappelez-vous. C'était pour empêcher d'avoir la nouvelle constitution, donc le troisième mandat. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Sur le poids politique, sur la représentativité, moi, ce sont des enfin, ça, je mettrais plutôt ça de côté pour aller sur le dernier volet de votre proposition. Je pense que là, en effet, il y a de la matière, mais vous dites bien, nous voulons contribuer à améliorer la gouvernance par des propositions. Et les propositions sont ce qu'elles sont, surtout dans le paysage politique guinéen, dans la gouvernance telle qu'elle est conduite. Les propositions de l'opposition sont souvent mises à la poubelle. Vous évoquez un exemple, mais en dehors de celui-là, et d'ailleurs celui-là est encore discutable, parce qu'ils ont quand même de l'intelligence politique pour savoir que si vous faites hausser le prix du carburant aujourd'hui, dans un contexte où c'est déjà assez cher, où les élèves sont encore en classe, il y a quand même l'épée de Damoclès qui continue de planer sur nous. Ce n'est pas encore fini, la question de ce carburant-là. Donc je repose la question de Moussa Hiro. Concrètement, sur quel levier cette coalition peut s'appuyer pour faire entendre et faire prendre en compte des propositions qui ne s'imposent pas d'emblée? Je suis d'accord avec vous, mais c'est exactement ce que je dis. Nous sommes de l'opposition, nous n'avons pas le pouvoir. Ouais. Quand tu n'as pas le pouvoir, on n'a pas une armée non plus pour aller le matin dire voilà ce qu'on a décidé de changer. Non, on fait des critiques, on fait des propositions. C'est comme ça que l'on influence. Et c'est les limites de l'opposition. Et c'est pour cela qu'on se bat pour arriver au pouvoir. Et on pense que les prochaines élections, nous allons être encore plus représentatifs de l'opinion en Guinée. Et ça, vous le faisiez déjà, docteur. Attendez, une seconde. C'est pourquoi la question de tout ça. Vous savez, moi, je suis très... soyez un peu plus indulgents avec les représentativités en Guinée. Pourquoi? Tout le monde a vu les élections, comment ça se passe. Les élections ne sont ni transparentes ni crédibles. Donc, en réalité, les partis politiques n'ont pas les vrais scores. C'est ce qui se passe en Guinée. Donc on est dans cela, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut se battre, il faut continuer à se battre, il faut continuer à parler, il faut continuer à critiquer et à proposer. Différemment. Et lorsqu'il y aura de nouvelles élections, l'opinion publique aura déjà progressé. Bien. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin, allez-y. Deux questions. L'autre, c'est par rapport au dialogue. La coalition, la vôtre, est-ce qu'elle est prête à prendre part au dialogue en cours si la demande lui était faite, ou bien est-ce qu'elle va faire des pas dans ce sens-là? C'est la première question. La deuxième, nous avons trop entendu le Premier ministre et le Président de la République annoncer au peuple de Guinée que les temps qui s'annoncent seront difficiles. Oui. Ça, je parle d'économie maintenant. Récemment, du côté de Bouquet, on a entendu le président. En même temps, le slogan prospérité partagée n'a pas fait long feu. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Après, on nous dit, attention, les temps seront durs, les temps qui s'annoncent seront assez orageux et tout ça. Ouais. Économiquement, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et pourquoi c'est à nous, donc au peuple, qu'on dit, soyez, comment on appelle, serrez la ceinture, soyez résilients. Qu'est-ce que cela signifie? Ça s'explique par quoi c'est tendu? Les grandes gueules. D'abord, premièrement,
vous avez posé la question sur le dialogue. Ouais. Personnellement, je suis favorable au dialogue, mais il faut en préciser les conditions. Sur le plan officiel, nous attendons que notre coalition discute pour prendre une position commune. Voilà, sur ce dialogue-là. Vous savez que le dialogue est souvent difficile en Guinée parce que la moitié, une bonne partie de la classe politique est en prison déjà. Ça rend les choses extrêmement compliquées. Et il y a l'épée de Damoclès. Les uns sont interdits de voyager, etc. Et surtout, on met des gens en prison sans faire de jugement. J'ai toujours été contre cela. Et ce n'est pas de l'impunité qu'on veut encourager. Il y a eu de la violence, je le rappelle. Mais ceux qui ont été violents, c'est le rôle du gouvernement, de la police, de la justice, de les identifier et de les punir. Mais on ne peut pas prendre des gens, les embastiller pendant si longtemps, avec un temps de justice très long, et on ne peut pas cautionner ça. Ce pays a suffisamment souffert de l'arbitraire. Je crois que c'est notre rôle de défendre cela. C'est très très important. Ce n'est qu'une question de principe. Donc, c'est ça aussi qui risque d'entacher ce dialogue. Ceci dit, en venant à la question économique des temps durs, les temps sont durs, bien sûr que les temps sont durs. Je rappelle, et les Guinéens ne le savent pas assez, que la Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde. C'est extraordinaire. Le dernier classement du PNUD, donc des Nations Unies, la Guinée est 178e pays sur 189. Avant, on était 175e, donc ça s'est aggravé. En 2018, on était 175e. 2019, on est 178e pays. Donc, vous êtes d'accord avec le président? Ça veut dire que la Guinée est un pays non seulement pauvre, on fait partie des 15 pays les plus misérables de la Terre, mais la pauvreté s'aggrave. Deuxième indice, la corruption. En 2019, la Guinée était 130e sur la liste des pays les grandes gueules, sur 180 pays. Oui. Mais en 2020, on est 137e. Ça veut dire qu'on a reculé de 7 points en 2020. Ça veut dire que la corruption s'est aggravée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Transparency International qui le dit. Voilà. Donc, nous sommes pauvres. Notre pauvreté s'aggrave. 53% des Guinéens ont moins de 1 euro par jour. Nous sommes corrompus et notre corruption s'aggrave. Voilà l'état de la question. Alors, maintenant, on dit, vous allez souffrir. Mais on va souffrir. Pourquoi? Parce que déjà, l'année dernière, je l'ai dit, nous avons fabriqué trop d'argent, en partie pour supporter les élections. On a fait de la planche à billets. On avait 30 000 milliards de masse monétaire en circulation. On s'est retrouvé en fin d'année 2020 à 37 000 milliards. Une augmentation de 7 000 milliards de la masse monétaire. Ça fait 23%. C'est énorme. Même pour un taux de croissance de 6,50 à 7%. Donc on a une inflation potentielle d'une quinzaine de points. C'est pour ça qu'on a eu l'inflation en début d'année. Tout le monde a pu constater ceux qui vont au marché. Je sais que vous n'allez pas souvent au marché. Justement, parce qu'on parle même des flambées des prix de fer, de pointe, entre autres. Allez-y, Daouda Mohamed, s'il te plaît, Moussa. Tous les prix se sont envolés. Tous les prix, le gombo, le piment, d'ailleurs, dans le secteur de la construction, c'est encore plus visible. Le ciment de 42 et de 32, ce n'est plus le même prix. Le premier est vendu au prix du Ségon. Le Ségon a eu un surplus de 5 000 et de 10 000 francs de les grandes gueules. Les pointes, c'est la même chose. Bien. Donc, il y a un surplus. Il y a une inflation galopante. Alors, je vais simplifier pour que tout le monde comprenne. On dit, nous avons financé nos propres élections. Qu'est-ce qu'on a fait pour financer nos propres élections? En fait, on a fait de la planche à billets. 1000 milliards. C'est-à-dire qu'on a fabriqué de l'argent. On a fabriqué de l'argent nous-mêmes. 1000 milliards en février. Sans avoir sa valeur à côté. Oui, exactement. 1000 milliards en octobre. Dans les 7000 milliards. Donc, on a fait la planche à billets. Alors, si c'était aussi simple, mais seulement, je vous dis, quelle est la sanction? Quand tu fais la planche à billets, tu as l'inflation. Autrement dit, si ce n'était pas comme ça, on a notre propre banque centrale, on se serait mis à créer de l'argent comme on veut. On n'aurait même pas besoin de bailleurs de fonds. Si c'était aussi simple, pourquoi s'embêter avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le PNUD, etc. Parce que nous, on peut fabriquer autant d'argent qu'on veut.
Mais la limite, justement, c'est que quand vous fabriquez autant d'argent que vous voulez, les prix montent ou la valeur de votre argent baisse. Les deux définitions sont les mêmes. C'est ça l'inflation. Vous en parlez. On a vu récemment, il y a eu cette autre notation ou cette autre appréciation des institutions de Bretton Woods pour la Guinée, qui serait aujourd'hui à même de pouvoir bien se tenir les années à venir. On parle d'une économie résiliente. Résiliente, oui. Mais bien sûr, résiliente, ça veut dire une économie qui résiste au choc. Pour vos auditeurs, résiliente, ça veut dire de l'autre côté aussi que aussi que la réserve permet de résister, parce qu'on dit quelque part de réserve, made Africa can be strong. Non, de quelle réserve vous parlez? Réserve de change? Bien sûr. Ça, c'est juste 3 à 4 mois, c'est pour le court terme, ça. Prenons pas ça en compte. Mais là, vous posez un vrai problème. Simplement parce qu'en Guinée, nous avons un secteur minier qui a été dynamique. Ouais. Qui a eu un taux de croissance très fort de 18%. Mais ce secteur minier, c'est uniquement l'exportation de la bauxite. Je vais revenir là-dessus. C'est une exportation que les Guinéens ne s'enrichissent pas avec. Voilà ce que ça veut dire. Alors, nous avons les 3 quarts de l'économie, parce que les mines, c'est à peine un quart. Les 3 quarts de l'économie, le taux de croissance, c'est 2,5%. C'est lorsque vous faites une moyenne pondérée que vous arrivez au 6, 5 à 7%. On dit en Guinée, il y a un fort taux de croissance de 7%. Mais le Guinéen moyen, sa croissance, c'est 2,5%, qui est en deçà de la croissance de la population. Autrement dit, la population guinéenne s'appauvrit. L'autre axe de la question. Par rapport à la bauxite. Par rapport à la bauxite, nous exportons de la bauxite. On est maintenant à plus de 80 millions de tonnes. Parce que la demande mondiale de bauxite a augmenté, parce qu'il y avait une niche. Les autres qui exportaient de la bauxite ont refusé d'exporter de la bauxite pour les dégâts environnementaux et parce que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Depuis 2 ans, 3 ans, je répète que la Guinée ne va pas s'enrichir avec la bauxite. La bauxite ne rapporte pas beaucoup et le peu qui est rapporté il y a une évasion fiscale qui ne dit pas son nom. Ouais. Alors, donc, la croissance bauxitique, qui est la croissance de la Guinée, ça nous permet d'exporter nos emplois. J'ai toujours dit ça. Quand je vois un camion de bauxite partir, c'est les emplois des jeunes Guinéens qui vont aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Il faut simplement faire fabriquer de l'alumine en Guinée. Je l'ai dit depuis des années. Ouais, mais c'est en cours quand on se réfère un petit peu en tout cas à la dernière sortie de Fadi Ouazni de SMB. Je vois comment il me regarde. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sortie de Cellou Dalein Diallo ce week-end? C'est Cellou Dalein Diallo qui affirme que la Guinée perd en exportant que de la bauxite, que la Guinée perd autour de 170 000 emplois et un peu plus de 7 milliards de dollars annuels. Le chiffrage, je vais revenir là-dessus parce que lui, il parle en termes d'exportation. Je vous ai toujours dit, l'exportation, ce n'est pas pour la Guinée. Ce n'est pas que la Guinée qui perd, ça n'a jamais appartenu à la Guinée, les 7 milliards. Si on avait ces 7 milliards, on serait sorti de la pauvreté. Les grandes gueules. C'est juste le volume d'exportation dont il veut parler. C'est une erreur de langage quand il dit la Guinée perd, on ne perd pas. Parce que ça ne nous appartient pas. Alors, première chose. Les économistes. Deuxième chose. C'est pas possible. Attendez. Deuxième chose. Je crois que ce que c'est précise. Les grandes gueules. Deuxième chose, c'est moi je précise ma question aussi. Oui, c'est important qu'il précise sa question aussi, docteur. Non. Évitez des altercations parce que dès cette sortie, je sais que... Si, c'est important. Allez-y, Tamba. C'est important. Important. Précisez, Tamba. Non, en fait... Cellou Dalein dit que la Guinée perd plus de 70 000 emplois et un peu plus de 7 millions de dollars. 5 milliards de dollars rien qu'en exportant de la bauxite, de la terre brute. Ce qu'il essaie de souligner, c'est qu'on aurait pu l'exploiter, étendre vers l'alumine et peut-être l'aluminium. C'est ce qu'il voulait dire. Arrêtez de répéter ce que je dis depuis des années. Allez-y. Donc, il a raison. Docteur. Il a raison. Eh bien... qu'on perd de l'emploi. Ouais. C'est la vérité. Il a raison. C'est parce qu'on ne transforme pas la bauxite en alumine. C'est ce que je dénonce depuis des années, tout le temps. Je vous dis qu'on continue le pacte colonial. Un pays ne s'enrichit pas en exportant de la
bauxite. Bien. Voilà. Docteur Ousmane Donc, Kaba. on perd de l'argent, on perd de la valeur ajoutée, et c'est tout à fait vrai. Bien. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, je voudrais vous ramener sur les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est flou, bien hein, entendu, flou. de la pauvreté. Il y a l'indice du développement humain que vous avez évoqué. Nous avons reculé. Mais en même temps, il y a ces chiffres de la Banque mondiale, il me semble, qui ont été commentés suffisamment par le gouvernement guinéen et qui font état du recul de la pauvreté. Que la pauvreté est passée de 55% en 2012 à 44 et quelques pourcents, je crois 5%. Alors, en ce moment, est-ce que finalement, pour vous en tant qu'économiste, à quel chiffre vous croyez? Ça, c'est la première question. Et du regard de l'économiste toujours, est-ce que vous ne pensez pas que lorsque les mécanismes du gouvernement ont été mis en place, notamment pour ce qui a été dit, pour sortir les Guinéens de la pauvreté, les 6 millions qu'on avait identifiés, que ces mécanismes-là ont eu des impacts? Je veux parler de l'ANAFIC, mais également de l'ANIES. Vous savez, je n'ai pas souvent le même regard que les gens, c'est tout à fait normal. En matière économique, moi je suis un professionnel, c'est juste les chiffres qui m'intéressent et la réalité concrète. Ce n'est pas les projets, ce n'est pas la propagande. La Guinée est un pays pauvre. La pauvreté en Guinée s'aggrave. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que lorsqu'il y a l'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, l'inflation réduit tous les bénéfices des luttes antérieures que vous avez menées dans d'autres secteurs. Oui. Et l'inflation frappe d'abord les plus pauvres de la nation. Je vous ai donné des statistiques, je ne vais pas revenir sur ces statistiques-là. Mais en réalité, les grandes je vais vous gueules. dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez que le Mali tire dans le coton à peu près le même montant que l'ensemble des ressources minières de la Guinée, juste dans le coton. Oui. Le Mali fait 700 000 tonnes de coton. Ils ont gagné l'année dernière 328 millions d'euros. Si vous regardez l'apport de l'ensemble du secteur minier dans notre budget, on dépasse 350 millions de dollars. Les grandes gueules. Et là encore, les ressources sont mieux partagées parce que c'est des milliers de paysans qui bénéficient de ça. L'argent des mines qui va dans le budget de l'État, combien de Guinéens en bénéficient? Voilà. Donc la pauvreté est un concept multidimensionnel. Qu'en est-il du projet coton en Guinée? Nous faisons aussi du coton ici, à Kankan. Alors, le projet coton en Guinée, c'est une catastrophe. C'est un projet qui a été mis en place en 1981 par le régime de général Lansana Conté, par les Français, CFD. En 81. Un moment, on était jusqu'à 40 000 tonnes, on est descendu à 20 000 tonnes. Aujourd'hui, vous savez à combien on est? 2 000 tonnes. 2 000 tonnes. C'est dû à quoi? Quand le Mali est à 700 000 tonnes. Regardez la différence entre 700 000 tonnes et 2 000 tonnes. Il n'y a pas d'investissement dans le secteur? Ouais, ça veut dire que, je vous donne un exemple, pourquoi ça ne peut pas marcher. Cette année, le projet coton à Kankan a besoin juste de 45 milliards. 45 milliards, c'est rien. Ça ne fait même pas le quart de ce qui est détourné par une seule personne que nous connaissons. Déjà. Donc 45 milliards, c'est rien. Les grandes gueules. L'État n'a pas donné cet argent. Donc on ne peut même pas acheter le coton que les gens ont dans les villages, en brousse, dans leurs plantations. Tout est en train de pourrir. Et le pire, c'est qu'ils se sont débrouillés pour envoyer 3 camions à Conakry de coton. Au port de Conakry. Il fallait juste 6 milliards pour les exporter. Ils n'ont pas pu avoir les 6 milliards. Avant que tout ne pourrisse, ces cotons sont retournés à Kankan pour être vendus aux Maliens. Il n'y a aucune volonté. C'est extraordinaire la Guinée. Alors quand on veut lutter contre la pauvreté et qu'on voit des projets comme ça qui font travailler des milliers de paysans, qui font les pistes rurales à l'intérieur du pays, on se dit de quoi on parle. Alors, qu'on ne parle pas d'autosuffisance parce que rien n'est fait pour cela. Qu'on ne parle pas de prospérité partagée, on n'a pas de prospérité. On n'a que la misère à partager. Ah ouais? Absolument. Donc? Puisque la Guinée devient de plus en plus pauvre. Donc ça ne marche pas. Soyons concrets. Le recul de 10% de pauvreté, vous n'y croyez pas? C'est des histoires ça. Soyons concrets. Si ce recul a existé, il est balayé par la récente inflation. Déjà pour commencer. Il y a quand même... Alors je dis, ce qu'on doit faire, on doit faire des projets spécifiques qui marchent. On doit faire travailler les Guinéens. On doit
Dans l'agriculture, il faut se méfier des discours. Les grandes gueules. J'ai entendu le discours d'autosuffisance. Ça m'a fait rire. On nous a donné un délai de 2 ans, je pense. Dans 2 ans, docteur, vous pouvez être rassuré, vous n'importerez plus de riz de l'étranger. D'abord, s'il le dit dans 2 ans qu'on sera autosuffisant, je pense qu'en tant que président de la République, il le pense sincèrement, c'est ce qu'il souhaite en réalité. Mais moi, en tant qu'économiste, je peux vous répondre tout droit que dans 2 ans, vous ne serez pas autosuffisant. La Guinée ne sera pas autosuffisante. Je peux vous l'affirmer 100%. Pourquoi? Parce que pour atteindre l'autosuffisance, il faut regarder la riziculture et les différentes étapes de cette riziculture. Qu'est-ce qu'on fait d'abord des agriculteurs? Est-ce qu'on a un programme de jeunes agriculteurs? Parce que ce sont les jeunes qui modernisent l'agriculture, qui permettent d'avoir des hauts rendements. Il n'y en a pas de programme d'assistance des jeunes agriculteurs en grand nombre, en grande quantité suffisante. Quand on le fait, il faut regarder le problème de la terre. Il faut regarder le problème de la maîtrise de l'eau. N'est-ce pas? Il faut regarder le problème des intrants. Le problème des intrants, il y a eu quelques progrès. Parce qu'un peu d'herbicide, un peu de... comment ça s'appelle? D'engrais. Il y a eu un peu d'engrais, etc. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Il y a le problème des semences. Là aussi, il y a eu quelques efforts dans les centres de recherche. Mais il faut faire beaucoup plus. N'est-ce pas? Il y a le problème de la préparation du sol. Il y a tout le problème de la machinerie agricole. Il faut faire venir des tracteurs, pas comme je le fais, on le voit là tous les jours. Il faut signer des contrats, il faut faire des écoles, il faut envoyer les pièces détachées. Et je vous parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait beaucoup de riz. J'ai fait 130 hectares de riz en une fois. Et ma moissonneuse-batteuse est tombée en panne. C'est une catastrophe. On n'avait personne pour réparer, il n'y avait pas de pièces détachées. Vous savez, quand vous faites ça avec le riz tombe, les épis, n'est-ce pas? Vous perdez une bonne partie de votre récolte. Donc j'ai plusieurs fois dit au président de la République, même lorsque j'étais conseiller, Monsieur le Président, je vous en prie, ne prenez pas des tracteurs comme ça. Signez en même temps des contrats de formation des mécaniciens, faites venir des pièces détachées pour accompagner. Voilà. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Bien. Ensuite, quand vous finissez ça, il y a le problème de décortiquage. Il y a le problème de la commercialisation. Donc le problème du revenu. Donc il y a un ensemble de politiques agricoles à mettre en place pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Lorsque ces politiques ne sont pas mises en place, ces mesures ne sont pas en place, moi je peux vous répondre que vous n'arriverez pas. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Est-ce qu'il est impérieux pour l'État guinéen d'augmenter le prix du litre à la pompe? Parce que le recul qui a été fait, c'était un recul stratégique. Ils vont passer à l'acte certainement pendant les grandes vacances. Est-ce qu'il est impérieux que cette augmentation soit effectuée, surtout dans un contexte économique tel que vous l'avez décrit? Écoute, moi je l'ai dit, je ne serais pas, si j'étais membre du gouvernement, j'allais reporter. Et c'est ce que j'ai dit, heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que simplement, nous avons une inflation significative. Lorsque vous ajoutez l'augmentation du prix du carburant, l'inflation va être une inflation galopante. C'est-à-dire qu'elle va être très forte. Et n'oubliez jamais, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a inflation, vous avez un recul au seuil de en ce qui concerne la pauvreté. Vous avez un grand recul avec l'inflation. Ça balaye tous les efforts que vous avez faits dans les autres secteurs. Aujourd'hui, lorsque un citoyen achète 1 litre de carburant, l'État ne subventionne pas. Parce que simplement, chaque litre de carburant pour l'importer, ça coûte 5108 francs guinéens. 5108 francs guinéens. L'importation. Le coût d'entreposage et de magasinage, c'est 1505 francs guinéens. Et l'État en tire dans diverses taxes 2367 précisément. C'est la somme de ces trois-là qui font les 9000, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de subvention. Pour chaque litre, pour chaque 100 francs vendus de carburant, l'État empoche 26 francs. 26% aujourd'hui. Donc ce que je dis d'abord, il faut qu'on arrête l'intoxication. Il faut dire la vérité aux Guinéens. Ne dites pas aux Guinéens on subventionne le carburant parce que c'est faux. L'État n'a jamais subventionné le carburant. Le secteur de l'énergie. Deuxièmement, subventionné. c'est pas la même chose. Oui, EDG par exemple est subventionné. Oui. EDG est subventionné, mais pas le carburant.
Le carburant, l'État gagne toujours de l'argent. L'État devrait dire, écoutez, je ne gagne que 2367 francs. J'ai besoin de gagner plus pour boucler mon budget. Déjà, il y a la transparence et la sincérité. D'accord? Alors, vous me répondez, vous me demandez, certainement ils avaient fait des prévisions importantes dans leur budget avec l'augmentation du carburant. Ça fera un trou. L'autre élément de la question, c'est que j'ai vu un peu le budget 2021, ils sont à 3% de déficit. Ce que je trouve dommage, en période de pandémie, tous les pays augmentent les déficits pour pouvoir redémarrer la machine économique. Et ça fait partie de ce calcul, justement, de recettes. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas augmenter le prix du carburant pour le moment parce que l'inflation est très élevée. L'État n'a qu'à chercher d'autres sources de financement de son budget, notamment le secteur minier qui est totalement, une bonne partie du secteur minier exonéré. Voilà. Bien. C'est ma réponse. Docteur Ousmane Kaba est notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Alléchant pour votre bonheur sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, l'Association internationale de la presse sportive s'apprête donc à célébrer ses 97 ans. C'est le 3 juillet 1924, en effet, que les associations nationales de journalistes sportifs ont décidé donc de s'unir. L'AIPS est connue et occupe donc une place importante en Guinée grâce à son vice-président de la section Afrique, et c'est Amadou Diouldé Diallo, évidemment, sorti de prison le 19 mai dernier. Dans ses années judiciaires, cette association lui a été d'un grand soutien de cette période difficile dans sa vie personnelle et des 97 donc de l'APS. On en parle ce matin avec notre confrère Jacques Léoaleno. Il est notre invité ce matin. Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. On va parler de l'AIPS tout à l'heure, mais on ne peut pas passer à côté. Vous avez passé des moments difficiles, plusieurs mois en prison. Finalement, vous êtes parmi nous, nous en sommes heureux. Ouais. Revenez un peu sur cette période dans votre vie personnelle, mais dans votre carrière aussi, puisque c'est dans un média que vous avez eu ces ennuis. Écoutez, vous savez, toute vie a ses ombres et ses lumières. Ouais. Moi, la prison est derrière moi. Ouais. J'ai 66 ans, j'ai eu 66 ans le 15 juin passé là. Ouais. Si je fais la comptabilité de ma vie, ce que je peux considérer comme malheur, j'ai 3 fractures, mes 2 bras, mon pied droit, et j'ai une morsure de serpent sur mon pied gauche. Plus les 3 petits mois de prison. Ouais. C'est tout ce que je peux considérer comme malheur en 66 ans. Ouais. Le reste, vous considérez que c'est un bonheur. Vous êtes marié, vous avez fait des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des amis, vous avez fait école, vous avez tout. Alors, moi, je suis un croyant, fervent croyant et pratiquant. Ouais. Si en 66 ans, je n'ai eu que ça comme malheur, je me dis que c'est bien. Parce que la prison, c'est une sorte de retraite spirituelle. Parce que c'est une introspection où Dieu vous livre à vous-même, au plus profond de vous-même, pour que vous fassiez la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et que vous renforciez votre foi et votre croyance en lui. Ouais. Donc moi, la prison, je suis content d'y être allé, parce que ça vous ramène les pieds sur terre et ça renforce votre foi. Et encore une fois, ça vous dit que le malheur est ce qu'il est, le bonheur est ce qu'il est. Mais comme le disait Wilson Churchill, même quand vous traversez l'enfer, il faut continuer d'avancer. Bien. Allez-y, mon cher. Alors, en avez-vous souffert en prison? Expliquez-nous vos conditions de détention. C'est la première question. La deuxième, avec un peu de recul, est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous avez le même avis sur la prison? C'est-à-dire, avant d'y aller, vous disiez que tout était prêt pour que vous partiez en prison. Que chaque fois que vous prenez la parole, vous voyez la prison en face et que ça ne vous effrayait pas du tout. Est-ce que votre avis a changé après avoir vécu là-bas? Écoutez, moi, je n'ai pas peur de la prison parce que mon père était garde républicain. Vous savez, les camps de garde, la prison est à côté. Vous voyez, par exemple, le camp de garde de Kindia et tout, la prison est à côté. Donc, sans y être, mais je suis resté toujours à côté des prisons parce que les camps de garde sont toujours à côté des prisons. Mais je n'y suis jamais entré. Bon, cette fois-ci, j'y suis entré.
c'est bien d'y aller. Parce que ça vous permet de vous remettre en cause et de comprendre. Parce que vous êtes dans une sorte de réfléchison spirituelle. Vous l'avez dit. Vous dire, bon, alors là, j'ai raison, j'ai tort, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et qu'est-ce que je dois faire par après? Et ça vous rapproche de Dieu. Bien. C'est important. Voilà. Vos conditions de détention? Moussa. Non, je n'ai pas eu de difficulté, il faut le reconnaître. Parce que bon, je suis allé malade. Il ne faut pas quand même oublier que j'ai une gastrite sévère. J'ai été admis à l'hôpital où j'ai bénéficié de tous les traitements. Je suis revenu après à la maison centrale, là également. J'ai bénéficié de tous les traitements. Je vois d'ailleurs le régisseur qui me disait, il dit, mais toi, finalement, tu es qui? J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais on te voit, tu es prisonnier, tu es malade et tu es privé de liberté, mais tu es joyeux et tout. J'ai dit, vous voulez que je me fâche? C'est Dieu qui m'a mis là. C'est pas vous. Le jour où il décidera de me sortir, il me sortira. Bien. Donc, je suis égal à moi-même, et en prison, et en dehors. Voilà. Vous êtes un grand journaliste sportif, évidemment. On va essayer de débattre un peu de l'actualité du côté de la Fédé, Madame Hiro, parce qu'on avait à l'instant Amadou Diaby qui vient de sortir de ce studio. Allez-y, Madame Hiro. Quand je l'ai en face de moi, je pense à la première fois qu'il m'a tendu le micro. J'étais encore à l'université. Je lui rends hommage parce que c'est à Cancan. C'est lui qui m'a tendu la perche en fait. Wow. A ouvert les portes de la RTG, c'est lui, je lui rends hommage. Donc si je suis dans ce métier, en quelque sorte, c'est un peu grâce à lui. Donc en parlant justement de la Fédération guinéenne de football, vous êtes encore journaliste, mais grand journaliste sportif, on vous a connu. Comment vous avez vécu cette actualité aujourd'hui, ces bisbilles, toutes ces tracasseries que nous vivons aujourd'hui? Nous risquons d'aller vers un comité de normalisation, même si la dernière mission de la CAF ne l'a pas encore annoncé. Je vais commencer par dire une chose. Que le président de la République a tout à fait raison de se mêler de l'affaire de football. À ce point? Oui, c'est absolument. Pas politique, ce n'est pas une immixtion. Mais si, je suis désolé. Écoutez, c'est pas une immixtion. Mais lorsque une activité devient un phénomène social par excellence, le football est aujourd'hui un échiquier sur lequel les nations et les peuples mesurent leur grandeur et leur puissance. Vous ne pouvez pas, en tant que premier magistrat d'un pays, l'ignorer. Nasser a donné le siège de la CAF à l'Afrique au Caire. Kwame Nkrumah a donné le premier trophée de la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'Afrique. Mais vous voulez qu'on croise les bras quand le football ça ne marche pas et qu'on dise non, c'est une affaire de divertissement? On a dépassé là. Ce n'est pas une affaire de... Je suis tout à fait d'accord avec le président de la République lorsqu'il cherche à connaître qu'est-ce qui se passe dans le football. Si vous le dites à ce point, Amadou Diallo, vous avez vécu au sein de cette fédération, parce que je rappelle un peu quand même... Responsable de communication. Communication, médias, communication de la Fédération guinéenne de football à l'époque. Bon, elle est pourrie cette maison à ce point. Lui, il a vécu, je crois, en Côte d'Ivoire. Vous savez, le football se gère. Non, attendez, le football se gère au palais. Oui. Roch Nyasembe, le fils de Yadema, était président de la Fédération togolaise de football. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Il sait que Jacques Anouma était le directeur administratif et financier de la présidente de la République. Sidi Diallo était le neveu de Alassane Ouattara. Donc, le football, vous le gérez. Et Chilim Chiboub, le beau-fils de Ben Ali, était le président de l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui fait la particularité de notre fédération? La fédération, c'est que des affairistes sont rentrés dedans au détriment des... Des affairistes sont rentrés dedans. Moi, vous savez, la première fois qu'on a parlé de personnes ressources ici, c'est des gens qui s'étaient retrouvés à Manéa pour dire non, nous devons prendre la Fédération guinéenne de football. Et Dr Baba Sako était président de la Fédération guinéenne de football. En tête desquels Salifou, Super V. Et on a inventé ce qu'on a appelé, parce qu'on ne pouvait pas toucher au texte, on a inventé ce qu'on a appelé personnes ressources. On est allé à ça, ici. C'est la première fois que des hommes d'affaires entraient dans le football. Il y a eu des hommes d'affaires ici. MS Kaba, le père du directeur du protocole de la présidence, c'est lui qui gérait tout ici sur le plan matériel et financier pour les joueurs de Afia. Et il n'a pas cherché à entrer dans la fédération. Dr Baba Sako était président de la fédération. Les gens se sont retrouvés à Mania pour dire qu'il faut le bousculer. On a tout fait ici. Super V, je crois, il avait à l'époque un véhicule unique ici, qu'on appelait un navigateur, et puis un téléphone portable et tout. On l'a poussé. Mais quand on est arrivé, Doran Kassifat Diasseni était président, ministre des Sports. Le président Lansana Conté, il a dit, moi je ne sais pas, celui qui veut m'aider dans le football n'a qu'à prendre les clubs. La fédération, c'est moi.
Et c'est Dr Baba Sako qui est mon candidat. C'est comme ça que Dr Baba Sako a été réélu. Regardez, depuis que Dr Baba Sako est parti, après Bruno est venu. Et Bruno aussi, c'est quand même l'ami de Haruna, le frère cadet de Lansana Conté. Il a été président de la Fédération guinéenne de foot. Il faut, tous ceux qui veulent aider le football n'ont qu'à prendre les clubs. Il y a eu, comment dirais-je, après Salifou Kamara Super V. Après, en 2001, il y a eu la suspension de la Guinée par le ministère a suspendu la fédération. Moi, j'étais aux Seychelles avec l'équipe guinéenne des cadets et avec la FIFA a dit que si on ne remet pas la fédération, on ne jouera pas la finale, alors qu'on était qualifié. On jouait la finale, je crois, contre le Nigeria. C'est au pied levé que le Burkina nous a remplacé. Et puis après, Bruno est venu, Salifou est revenu. Après Salifou, c'est encore Antonio. C'est tous des hommes d'affaires. Ils n'ont qu'à rester au niveau des clubs. La fédération, nous avons suffisamment de cadres. Même vous qui êtes là, suffisamment de cadres qu'on peut sélectionner aujourd'hui. On fait un toilettage des textes dans tous les secteurs d'activité. On bâtit une fédération de techniciens. Je suis malade quand je vois Dr Baba Sako. Il est là. Un homme intègre qui a été président de la fédération, vice-président de la Fédération guinéenne de football, Otandon Famara, président de la Fédération guinéenne de football pendant plus de 15 ans, membre du comité exécutif de la CAF, président de la commission médicale de la CAF, président de la commission média de la méridien de la CAF. Il est ici. Normalement, de par les textes, il est président d'honneur de la Fédération guinéenne de football. Même ça, on ne lui reconnaît pas. Lui envoyer un carton pour aller au stade, suivre un match, président d'honneur, même ça, on ne le reconnaît pas. En clair, pour vous, aujourd'hui, il faut mettre les affairistes de côté. Il faut mettre les affairistes de côté. Mais celui qui veut être dans le football, il n'a qu'à aller dans les clubs. En même temps, doyen, ce que j'arrive pas à comprendre, les hommes d'affaires, vous en avez accompagné dans ce pays. À la Fédération guinéenne de football, vous avez accompagné Antonio Soiré. Vous êtes proche actuellement, à moins que ça ait changé, mais on vous a vu très proche du président KPC également. Alors, je ne comprends pas. Vous dites, vous dénoncez, mais dans les faits, nous voyons que vous êtes beaucoup plus proche des hommes d'affaires. Vous savez, parfois, l'amitié vous domine. Moi, j'ai été attaché près de la Fédération guinéenne de football. Les grandes gueules. Du docteur Baba Sako. Déjà, j'ai été attaché de presse au ministère de la Jeunesse avant. Et j'ai été attaché de presse également, directeur de communication de la Fédération au temps de Bruno, qui est un camarade, un promotionnaire à moi. Et après, ça, malheureusement, frère Kader Sangaré est décédé. Quand Antonio m'a nommé président, directeur de la communication de la Fédération, j'étais en soins chez mes enfants en France. J'ai dit, quand j'ai appelé un Kader. Je lui ai dit, je ne veux pas de ça. J'ai fait 15 ans à la commission média de la CAF. Je suis vice-président de la IPS Afrique. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un poste de directeur de communication? Nkoro Kader, c'est un peu, si vous voulez, c'est une sorte, il est plus que mon frère de lait. Il était. Donc, il avait une ascendance terrible sur moi. Je lui ai dit, je ne prends pas le poste. Je n'en veux pas. Il m'a dit, tu prends. J'ai dit, non, je ne prends pas. Après, il m'a dit, en bon malinké, Andoke Lidi, Anomenke Nimake, Andi Bossan Laika. Les grandes gueules. On est resté là. On est resté là. J'ai appelé Antonio. Je lui ai dit, je ne prends pas le poste. Parce que ça ne me sert à rien. Je n'en veux pas. Il m'a dit, non, si tu ne prends pas le poste, je vais dire à ma femme que tu refuses de m'aider. Il se trouve que j'ai fait le chemin et le banc de l'école avec sa femme, 69-70 à Dalaba. Donc les sentiments ont dominé. Les sentiments ont dominé. Je suis venu. Mais lorsque j'ai senti que ça n'allait pas, j'ai démissionné une première fois. Demandez à Blasco. J'ai fait ma lettre de démission, j'ai déposé, j'ai remis au secrétaire général de la fédération qui allait lui montrer ma lettre de démission. Il m'a appelé, il m'a dit, tu veux me faire honnir? J'ai dit non. Il dit, si tu dis à quelqu'un que tu as démissionné, je vais dire à Hadja Tété que tu veux m'humilier. Il a déchiré, les gens m'ont appelé, j'ai dit non, je n'ai pas démissionné. Mais ça ne changeait pas. Notre problème, c'est quoi? C'est quand il a eu des problèmes avec Super V. Super V est passé chez vous. Évidemment, ici. Oui. Lorsqu'il est passé ici, je l'ai écouté. J'ai compris que beaucoup de choses. Je lui ai dit, il m'a appelé 10 minutes après l'émission. 10 minutes après, il dit, tu as écouté Super V? Je dis oui, je l'ai écouté. Il dit, il faut répondre. J'ai dit, je ne réponds pas. J'ai dit, je ne réponds pas. Il a dit que c'est de toi, il a besoin dans un débat. C'est pas moi. C'est quoi le problème? Pourquoi vous avez refusé de répondre? Est-ce que ce que Super V disait était totalement vrai? Ce que Super V
disait était vrai, mais je ne suis pas le porte-voix et le porte-plume d'Antonio pour que s'il a des problèmes avec Super V, que moi mais le président de la fédération communiqué pour la fédération de football. Si je suis directeur de la communication, ça veut dire que s'il a des problèmes avec Super V, moi je dois répondre. C'est lui qui doit répondre. Ici à votre antenne, Super V a dit qu'il veut de lui dans un débat. Effectivement, il l'a dit. Il avait lancé, mais qu'il vienne au débat. Qu'il ne me dise pas moi de prendre la plume pour m'attaquer à Super V. J'ai dit je ne le fais pas. Mais c'est votre boulot quand même aussi. Vous avez devenu l'aider. Il a dit vous venez m'aider à la fédération. Oui, je me rends compte que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui ne marchait pas avec lui? Vos conseils n'étaient pas écoutés. Les grandes gueules. Moi, je suis directeur de la communication, on dit de la Fédération guinéenne de football. Je ne suis au courant de rien. Les journalistes rentrent, ils règlent les problèmes avec Antonio. Moi, je suis là, je ne suis pas au courant. Ah, ok. C'est-à-dire que tu es là, mais en fait, tu n'es rien. Tout se gère à son niveau. Ça, je ne peux pas l'admettre. Bien. J'ai démissionné, je suis parti. Mais tu ne peux pas me dire de prendre la plume, écrire contre quelqu'un qui ne m'a rien fait. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison parce qu'Antonio, c'est un investissement perdu, et pour lui et pour la Guinée. Parce que c'est pas. Non, un investissement perdu. Un investissement perdu et pour lui et pour la Guinée. Comment ça? Parce que là où il était arrivé, au niveau africain et international, combien de temps il faut faire pour fabriquer un autre? C'est pas évident. Je comprends cette colère évidemment de. Non, c'est pas évident. Pour lui. Voilà, l'investissement est perdu. Les grandes gueules. Parce qu'il aurait pu être aujourd'hui au niveau des sphères de décision du football africain et pourquoi pas mondial. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Attendez, mais qu'on laisse Amadou tranquille, alors. On lui arrache Guinée Games, tout ça. Je ne parle pas de ça, c'est technique, c'est économique, je ne connais rien en chiffres. Vous connaissez. Qui est derrière cette histoire de Guinée Games? Je ne sais pas. Je ne me mêle pas de ça. Vous en saviez quelque chose. Je dis qu'il faut aujourd'hui une fédération technique. Bien. On va parler de l'AIPS. L'AIPS, rapidement, c'est deux questions. Je ne veux pas parler de Guinée Games. C'est deux questions rapidement. Oui. Vous êtes aujourd'hui proche de KPC qui nous dit que ce n'est pas. Non, KPC, on avait un contrat d'1 an. C'est fini. Conseil en communication. C'est fini. C'est fini depuis. Les grandes gueules. C'est fini. Il m'a reconduit ou pas? Avec l'AIPS. Non, c'est un contrat d'1 an qu'on avait. Bien. Avec l'AIPS. Il ne m'a pas dit qu'il renouvelait le contrat. Je n'ai pas dit. Je l'adore, Amadou Djoul, c'est incroyable. Allez-y. 97 ans d'existence de l'AIPS. Dites-nous, présentez-nous l'AIPS et dites-nous ce que représente l'événement pour vous. Ce que vous comptez faire pour célébrer la création. L'AIPS est né le 3 juillet 1924 dans une salle de boxe à la faveur des Jeux Olympiques de Paris. Il y a eu la réunion et la rédaction des statuts les 1er et 2 juillet. Les germes de la création de l'AIPS, c'est un meeting tenu à la Sorbonne en 1894 au sujet de la refondation des Jeux Olympiques par le baron Pierre de Coubertin et qui motiva la création d'abord du syndicat de la presse sportive et touristique de France. Ce syndicat a changé de nom en 1905 pour devenir Association des journalistes sportifs, précurseur de l'Union syndicale des journalistes sportifs de France. Des commissions ont été mises en place qui ont travaillé et à l'issue de cela, un bureau a été mis en place présidé par le français Franck Reichel, 1924-1932, suivi après de Victor Boyn, Belgique, 1932-1956. Il avait 70 ans, il ne pouvait plus se présenter. Il sera remplacé par le Suisse Henri Chien au congrès de Cortino Ampezzo en Italie. Et lui, il sera donc de 56 à 64. Il sera remplacé par Félix Lévitan, le français qui était rédacteur en chef du Parisien Libéré, élu en 1964 au congrès de Munich jusqu'en 1973. Frank Taylor, un ancien de la Royal Force qui a servi même au Moyen-Orient au congrès de Londres, va donc succéder à Félix Lévitan, lui-même qui sera succédé, il sera remplacé en 77 97 par, ans. Bien, Eric Coquest. Qu'est-ce qui est prévu? Vous savez, avec le Covid, on n'a pas tenu de congrès cette année. Avec le Covid. Sinon, chaque année, le dernier congrès, nous l'avons tenu les 3 et 6 février à Budapest, en Hongrie, qui était le premier siège de l'AIPS, maintenant qui est reparti, maintenant le siège est à Lausanne. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté guinéen, la contribution de la Guinée. Parce que je vais vous dire,
vous n'êtes rien sans le passé. Et le passé, ce sont nos aînés là. Évidemment. Quand vous arrivez dans une conférence internationale et autres, vous dites à Amadou Diallo, personne ne connaît. C'est quand vous dites Pathé Diallo, Boubacar Kanté, Kabine Kouyaté, Gaussou Diaby, Cheikh Fantamadi Condé, on dit la Guinée, on prête attention. Donc il ne faut jamais vous donner. Donc ici, c'est Pathé Kanté qui était d'abord présent à la création de l'Union des journalistes sportifs africains en 70. Pathé Diallo a été président de l'Union des journalistes sportifs africains, ce qu'on appelle AIPS Afrique aujourd'hui, de 78 à 82, remplacé de 82 à 86 par Cheikh Fantamadi Condé. C'est les Guinéens seulement qui ont eu cela. Mais je vous apprends aussi que la position commentateur-narrateur, la première fois au monde, ça a été fait par Pathé Diallo et Boubacar Kanté. Ouais. Boubacar Kanté à la narration, Pathé Diallo au commentaire. Donc c'est eux. Et par la suite, vous voyez aujourd'hui, moi je suis venu en 2005. Mais je vous dis une anecdote. Au congrès électif de 2005 à Marrakech, c'était calé là, je ne pouvais pas entrer parce que c'était chaud. Je suis venu dire à Fekrou Kidan, l'Éthiopien qui présidait le congrès, je dis je suis le neveu à l'ambassadeur Diallo. Il dit quoi? Je dis je suis le neveu à l'ambassadeur Diallo. L'ambassadeur Diallo, c'est Alpha Ibrahima Mongo Diallo, qui a été membre du CIO. Donc il dit ah bon? Il dit mais vous toute la Guinée est Diallo. J'ai connu Diallo Tébi aussi, secrétaire général de l'OUA à Addis Abeba. J'ai dit non, je suis le neveu de l'ambassadeur Diallo. C'est par ça qu'on a fait de l'infiltration pour entrer au comité. Quand vous n'avez pas ces anciens-là, Cheikh Fantamadi Condé, aujourd'hui, il est secrétaire général de la Cour constitutionnelle. C'est un journaliste sportif. Le doyen Abouaka Ablaye Silla a été ici, ambassadeur au Zaïre. Et figurez-vous qu'il était l'un des rares ambassadeurs que le président Mobutu faisait venir à bord de son yacht, le Kamayola. Et il prenait l'hélicoptère pour aller à Gbadolité dans son village. Quand d'ailleurs le président Conté a rappelé le maître Ablaye Silla, Mobutu a dit non, je ne le lâche pas, il ne rentre pas. Il était obligé d'annuler le décret dans un premier temps. Après, l'envoyer ambassadeur au Canada. Fodebou a été directeur de la radio nationale. Koumar Dieng de la promotion Mao, de la même promotion que les Fodé Bangoura, les Michel Kamano, les Lansana Kouyaté, les Ahmed Tidjane Souare. C'est un journaliste sportif. Donc aujourd'hui, nous devons être fiers de nos aînés. Sans eux, vous n'êtes rien. Kabine Kouyaté, moi c'est lui qui m'a donné l'occasion de serrer la main au roi Pelé en 90 à la Coupe du Monde. Vous êtes arrêté, pendant que vous êtes là, à l'hôtel Excelsior sur la Via Veneto, c'est Pelé qui vient par derrière, qui tient sa main. Après, il me dit, il s'engouffre dans la Mercedes, il s'en va. Vous pouvez égaler ces gens-là? Non. Amadou Diallo était notre invité. J'espère que tu as pris le leçon, mon cher Paul. Beaucoup, j'étais sur une mine d'informations, la mine. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.